On vit pas dans la même France. Magali Berda sur Sud Radio, il est 20h03, nous sommes en direct. Alors pour le coup c'est un vrai direct, j'ai un problème de casque. Si ceux qui me voient en live, là ça doit être spectaculaire. J'ai le casque qui est tout de travers. C'est horrible. J'espère que vous allez bien, on vit pas dans la même France. Aïe mais qu'est-ce que c'est que cette... Oh, on vit pas dans la même France, cette émission qui casse les codes. Dès le début ça casse les codes, il n'y a rien de normal dans cette émission. Ça casse les micros. L'animatrice n'est pas normale, le co-animateur encore moins. Lui en boîte de nuit toute la journée du matin au soir. On reçoit tous les soirs des oufs, voilà, des oufs, des influenceurs qui parlent avec des politiques. Autant vous dire que c'est ouf. Voilà, chaque soir c'est une surprise. C'est très intéressant en vrai. Ça casse les codes, ça permet aux politiques de pouvoir parler un peu différemment, de mieux se faire comprendre, d'avoir une autre cible, de parler avec du public auquel ils n'ont pas l'habitude de parler. Et les influenceurs, ça leur permet de se servir de leur notoriété pour servir à quelque chose de bien, c'est-à-dire de replonger les gens un petit peu dans la politique, de gauche, de droite, on s'en fout. Voilà, nous ce qui compte, c'est qu'on ramène les gens à la politique pour reconstruire ce beau pays qui est tant en souffrance actuellement. Et ce soir, on reçoit... Alors ce soir, on va parler d'un sujet ultra politique, les amis, hein, ça fait le buzz. Est-ce qu'on est en live d'ailleurs sur les réseaux sociaux ? Évidemment. Alors on est en live sur le compte Instagram et sur le compte YouTube de Sud Radio. Premier compte YouTube de France d'une radio. Moi, je le dis tous les soirs parce que je me la pète un peu. Voilà, c'est 1 200 000 abonnés sur le compte YouTube de Sud Radio. C'est la plus grosse radio de France. Merci, sur YouTube. Et je suis bien sûr accompagnée de Mathias. Comment ça va, Magali ? Ça va et toi ? Tout va bien ? T'es en train de parler à qui, Mathias ? Non, je suis en train de régler les petits trucs parce que je suis le monsieur des réseaux sociaux. Ah, donc bon. je suis en train de préparer le terrain. T'es monsieur boîte de nuit la nuit et monsieur des réseaux sociaux la journée. Voilà, la journée en fin de journée. C'est toute une vie, Mathias. Tout va Renner. bien. Ça a été avec la neige aujourd'hui ? Eh ben écoute, je me suis régalée, je me suis levée, j'ai compris qu'aucun employé ne viendrait travailler, donc je me suis dit je reste chez moi du coup. C'est la première fois. On a tous fait du télétravail. Il y a une petite anecdote, c'est que c'est très rare que tu mettes des gens en télétravail. Je déteste le télétravail. À la horreur du télétravail. Moi je trouve que c'est vraiment une excuse pour pas bosser. Et là quand je suis arrivé tout à l'heure, tu m'as dit écoute, aujourd'hui j'ai mis tout le monde en télétravail. Et c'est toi moi Magali ? Oui. Non, j'ai fait ça parce qu'il y a la moitié qui m'a envoyé un message de bon matin à 8h en m'envoyant le screen des trucs du RER, etc. qui étaient bouchés. Et je me suis dit, c'est pas logique que la moitié soit chez soi et que l'autre moitié, les pauvres, ils viennent se geler, etc. Donc tout le monde au même niveau. C'est bon, les gars, restez tous chez vous. T'avais envie de dormir un peu aussi, non ? Et aussi. Ah voilà, c'est pour ça. Non, mais par contre, on travaille. J'ai pas réussi à bosser. Bon, bref, on s'en fout, on n'est pas là pour parler de ma vie. Ce soir, on parle d'un sujet, donc je vous le disais, très politique. On parle de Donald Trump. Alors, Donald Trump, c'est toute une histoire. Il fait le buzz toutes les semaines. C'est-à-dire que Donald Trump, je ne vais pas dire que c'est comme un candidat de télé-réalité, parce que c'en est un, quelque part, mais on est vraiment... Il a une télé-réalité, Donald Trump. Alors, il a une télé-réalité. Est-ce qu'aujourd'hui, la politique avec Donald Trump est une télé-réalité ? Ou est-ce que la politique avec Donald Trump est une vraie politique ? C'est la question. Est-ce qu'il est dangereux ? Oui ou non ? Alors, il y a beaucoup de réactions sur Donald Trump sur les réseaux sociaux. Beaucoup qui sont complètement fans de Donald. Et beaucoup qui sont complètement haters de Donald. C'est soit on l'aime ou on l'aime pas. Ah bah soit on l'aime et soit on déteste. Hein. Moi je parle avec des mots très très réseaux sociaux. Hein. C'est les haters, les machins, etc. Et ce soir pour parler de ce sujet, on reçoit une députée qu'on a déjà reçue et qu'on adore recevoir et qui est revenue nous voir ce soir. C'est Alma Dufour, députée LFI de Seine-Maritime, qui va débattre de ce sujet avec un influenceur politique de droite qui s'appelle Lucas Fourcade, que je vais vous présenter immédiatement. Donc autant vous dire que ça va chauffer les amis. Alors, la dernière fois d'ailleurs qu'on a reçu Alma, elle était en face de, comment il s'appelle, Bruno Monroe. Avec une vidéo qui a fait plus, la vidéo a fait sur TikTok, je crois que plus d'1 million, tu dis ? Oui, plus de 1 300 000. C'est ça, plus d'1 300 000 vues. Donc c'était sympa. Alors, je me suis... Tu sais que Alma travaille jamais le vendredi. Pourquoi ? Folklorique Bruno Monroe. Oh là 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 là. Oh là 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 là, c'était nul. Il est mieux en boîte de nuit, hein, Mathias. Ah ouais, non, Attends, elle est exceptionnelle celle-là. Non, c'était nul. C'était vraiment nul. Elle est très parisienne en tout cas. C'est pas pire que ce qu'il a fait au député d'hier. Hier, on était dans un grand record. Je crois que tous les soirs, j'ai une casserole. Ouais. Je crois que le... Bon, bref, on en parlera. Vas-y. Non, le pire, ça a été avec l'ex-copain de Emmanuel Brisson. Non, mais on donne pas le nom. Tu t'étais... Voilà. Stop. L'autre, il lui a balancé le nom de son ex en direct.
C'était d'une gênance, le pauvre politique. Bah, c'est sûr que ça les change des autres télés ou des radios. D'habitude, ils se crient dessus, là, c'est alors ton ex. On leur parle que de Macron, nous on leur dit alors ton ex, comment elle va? Alors, Lucas Fourcade, votre parcours est pour le moins singulier. Alors, vous êtes un ancien fleuriste. Oui. Vous avez opéré une reconversion remarquée en investissant les réseaux sociaux, où vous développez aujourd'hui une parole politique assumée, ancrée et de droite. Complètement de droite. Complètement de droite. Et conservatrice. À travers vos prises de position, vos vidéos et vos échanges en ligne, vous vous êtes construit une communauté très fidèle, tout en suscitant le débat et parfois, bien sûr, la controverse. De toute manière, quand on est en politique, on est controversé. Ça, je pense que je l'ai compris, tout le monde l'a compris. Votre trajectoire illustre une nouvelle génération d'influenceurs politiques issus de parcours non conventionnels. C'est vrai qu'il y a de plus en plus aujourd'hui sur les réseaux sociaux d'influenceurs politiques. Alors ça, moi, je dois dire qu'il y a encore... moi, quand j'ai créé ma boîte d'influenceurs, c'était il y a 10 ans, on était au départ que sur de la télé-réalité presque. Après, on est passé à un autre cap. Il y avait des influenceurs beauté, des influenceurs trucs, machin, etc. Ça s'est vraiment étendu. Et là, maintenant, il y a la nouvelle mode, c'est les influenceurs politiques. Ces influenceurs qui s'expriment sur les sujets d'actualité, qui prennent position, etc., etc. Avant de parler de l'actualité, j'aimerais savoir pourquoi vous avez décidé de parler politique sur vos réseaux sociaux. Alors pourquoi j'ai décidé de parler de politique sur mes réseaux sociaux? Je pense qu'il est important aujourd'hui d'apporter à la nouvelle génération, qui est la génération des réseaux aujourd'hui, leur apporter ce qui se passe aujourd'hui en politique. C'est-à-dire que moi, je décrypte tout ce qui se passe à l'Assemblée nationale, par exemple. Je fais même je récupère des directs de séances à l'Assemblée nationale que je décortique entièrement. Voilà. C'est le bastos du politique. C'est ça. Il récupère les vidéos, tu sais, des stories. C'est ça. Et il les clash. En fait, je pense que voilà, aujourd'hui, il est important de comment expliquer? Aujourd'hui, en fait, il est important que la nouvelle génération puisse s'intéresser à la politique. Voilà, c'est-à-dire que tout le monde a décroché la politique. Aujourd'hui, on parle de politique avec un jeune de 17-18 ans, il ne sait même pas citer un député. C'est incroyable. Moi, à 17 ans, je connaissais pratiquement tous les députés de droite. On a reçu Zizou, qui est un des plus grands TikTokers France, avec 13 millions d'abonnés en tout, qui est venu sur notre plateau lundi faire un débat et qui n'avait pas encore la notion de la différence entre la gauche et la droite. Voilà, et en fait, on a fait un super cours lundi dans cette émission. C'était hyper constructif. C'est qu'on a expliqué à sa communauté ce que c'était la gauche et ce que c'était la droite. C'était très intéressant. Après, dans ton contenu, tu clashes un peu les politiques? Bien sûr. Ça veut dire que pour un ancien fleuriste, tu leur fais pas des fleurs. Complètement. 2 fois 0. Il est mort de rire. C'était nul. Il est mort de rire. C'était nul. Comment ça va dans le live là? C'est plein de commentaires sympathiques. Ils ont pas du tout mort de rire. Je clash beaucoup de politiques, malheureusement beaucoup à gauche. Non mais elle est sympathique. J'ai beaucoup de clash avec Mathilde Panot. On a énormément de clash. Ouais. Ah Mathilde. Ouais. On s'aime pas trop. Moi, putain, c'était Seb de Logu. Bon, non, mais c'est exactement pareil avec Sébastien de Logu. T'es tombé dans le panneau. Je suis tombé dans le panneau plusieurs fois. Oh là là, on est sur une 3e banne à 0. Ok, super. Super. Quand moi, j'ai lancé mes immersions en politique, donc c'était en 2022, c'était les candidats à la présidentielle, où je suis partie en immersion avec chaque candidat, à la présidentielle. C'était super mal vu. Enfin, j'ai eu beaucoup de relais médiatiques, etc., parce que ça a un peu choqué tout le monde. Mais les médias ont eu comme un espèce de braquage avec ça, en se disant que j'avais pas ma place et que c'était pas mon rôle d'aller voir et pourtant j'ai été reçue même par le président de la République, Emmanuel Macron, qui m'avait fait l'honneur, je dois le dire, c'est quand même un président, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, ça reste un président, de m'accueillir en immersion. Est-ce que tu es critiqué par rapport à ce que tu fais? Est-ce qu'aujourd'hui tu te sens crédible et tu sens que tu es légitime? Alors, est-ce que je sens que je suis légitime? Oui, en tant que citoyen français, tout citoyen français doit avoir sa part de responsabilité aujourd'hui dans la politique en France. C'est vrai. Voilà, c'est comme ça, c'est-à-dire que on est citoyen d'un pays. Si on veut que le pays marche, chacun doit pouvoir apporter sa pierre à l'édifice. Alors, c'est bien de critiquer la politique, moi, je critique la politique, mais j'essaye aussi d'apporter des solutions. Voilà. Donc oui, bien sûr. Comment tu apportes des solutions? Comment j'apporte des solutions? J'écris très régulièrement au ministre. Voilà, j'écris très régulièrement au président de la République. Non, j'envoie des courriers qui sont reçus sans jamais avoir aucune réponse. Non. Moi, je fais des bien SMS, sûr que non. Mais au moins, on pourra pas dire
dire que je n'essaye pas. Voilà, hein, j'écris aussi à certains députés. Voilà. Mais t'as jamais eu de réponse? Si. Alors avec les députés de ma circonscription, on discute souvent. C'est-à-dire que moi, je vais à la rencontre des agriculteurs en ce moment. Je suis beaucoup sur le terrain avec les agriculteurs en ce moment, et donc je fais des remontées d'informations directement aux députés de ma région. Pourquoi un jeune aujourd'hui s'y investit en politique, il devient influenceur politique? Du coup, est-ce que ton objectif, alors tu nous répondras juste après cette petite pause, mais est-ce que ton objectif c'est d'être politique? Est-ce qu'un jour tu as envie de devenir député par exemple? Tu nous réponds juste après cette petite pause. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Perda sur Sud Radio, il est 20h15. Nous sommes en direct sur une émission extraordinaire que j'aime d'amour. On ne vit pas dans la même France. Et ce soir, on ne vit pas dans la même France. On a la gauche et la droite. Influenceurs de droite, politique de gauche, tout va bien. Alors, non mais c'est très instructif parce que du coup, on aura un vrai débat. On reçoit avec nous ce soir, donc on va parler de Donald Trump. Est-ce que Donald Trump est dangereux? Est-ce qu'il vous fait peur? Est-ce que Donald Trump est plus un candidat de télé-réalité qu'un politique? Est-ce que vous trouvez qu'au contraire, c'est un président qui prend les choses en main? C'est un vrai débat. Et pour cela, on reçoit Alma Dufour, députée LFI de Seine-Maritime, qui va débattre avec Lucas Fourcade, influenceur politique de droite. Alors Lucas, tu nous expliquais ta passion pour la politique depuis tout jeune, que pour toi c'était important de ramener les jeunes à la politique, que tu fais énormément de vidéos, tu décryptes entre guillemets par exemple les vidéos de l'Assemblée nationale, etc. Est-ce que tu as envie d'aller en politique? C'est quoi ton but? Alors mon but, ce n'est pas d'aller en politique. Moi, je veux vraiment rester dans ce côté influence, c'est-à-dire essayer d'apporter ma pierre à l'édifice tout en continuant à décrypter en fait cette actualité politique, les séances à l'Assemblée nationale, etc. Moi, en fait, je pense que il y a les politiques, voilà, hein, et il y a les influenceurs politiques, ce que moi je suis, donc je ne veux pas être politique en fait. Ce qui est très nouveau. Alors c'est très nouveau, hein, je crois qu'on est une dizaine en France. Hein. Et pourquoi la droite? Alors pourquoi la droite? Moi je viens d'une famille très attachée à la France, c'est-à-dire que je viens d'un petit village de 800 habitants à la base, hein, donc un petit village profond de la France dans le Médoc, au nord de Bordeaux. Ils sont pas malades là-bas. Non, ils sont pas malades, c'est dans le Médoc. C'était la blague. Incroyable. Non, mais il y a du très bon vin, par contre. C'est la blague 4. C'est la blague 4-0. Okay. On en était où? Elle pique un peu celle-là quand même. Ouais. Mais tu sais que Alma, elle est toute prête là, pour le débat. Elle sort du four. Oh non. Ça, Alma Dufour, non? Ouais, non, on évite les blagues. Nous sommes en direct. Alors, blague 5-0. Voilà. Non, vraiment. Alors, non, pardon. Non. Donc du coup, je viens d'une famille quand même qui est très conservatrice. C'est-à-dire que j'avais un papa qui était un peu fan de Jean-Marie Le Pen. Ah oui. Voilà, c'est-à-dire que chez nous, on a toujours été de cette droite-là. Donc toi, tu t'identifies au RN? Alors, je ne m'identifie pas spécialement au RN, c'est-à-dire qu'il y a des très bonnes idées chez les LR, il y a des très bonnes idées au RN. Il y a quelques... Moi, je les cherche encore. Hein, mais bon. Il y a quelques bonnes idées chez Zemmour. Voilà. Et je pense que si on prenait tout ça et qu'on créait un parti avec toutes ces idées. Et l'UDR alors, c'est l'Union des droites, ils disent. L'Union des droites, oui, c'est le parti de Éric Ciotti qui s'est rallié au Rassemblement j'ai tellement appris avec cette émission, je suis trop fière. Oui, l'UDR aussi a de très bonnes idées, même si aujourd'hui il partage pratiquement toutes les idées du Rassemblement national. C'est pour ça que je les ai pas citées à part. Mais voilà, moi je m'identifie pas à un parti spécial, c'est-à-dire que je pense que, encore une fois, il faudrait prendre toutes les idées de chaque parti là, de droite et créer un seul parti. Alors lundi, on a fait une émission exprès sur le rassemblement justement des partis politiques pour savoir pourquoi ils se divisent autant et pourquoi tout le monde est est-ce qu'on pourrait pas tous s'unir pour avoir une meilleure France? C'était la question du jour de lundi. Est-ce que tu as perdu des amis suite à tes prises de position? Ah oui. Oui, des amis, même de la famille. Ah. Mais pourtant, t'as dit que ta famille était de droite. Oui, j'ai ma famille de droite, mais j'ai des nièces qui ne sont pas de droite. Voilà, qui sont plutôt la France insoumise. Et on ne se parle plus, on est bloqué sur les réseaux sociaux. Ah oui, non mais oui, bien sûr. Ah oui, bien sûr. Ouais. Et pourquoi est-ce que tu t'identifies pas comme un influenceur d'extrême droite? Alors, parce que je pense que l'extrême droite aujourd'hui en France n'existe pas. Il n'y a pas d'extrême droite aujourd'hui. C'est pas ce que dit le Conseil d'État, monsieur. C'est pas ce que dit le Conseil d'État. Bon, après. Et ça reste le Conseil d'État. Alors justement, vous voulez supprimer aussi? Ah,
intéressant. Alors, on commence fort. Merci. Il est d'extrême droite, si je clarifie. Merci pour la passation, merci beaucoup. Justement, on accueille du coup Alma Dufour qui rentre dans l'art direct. Bonjour Madame Dufour. Excusez-moi, mais bon, c'était un peu tentant. Alma Dufour, vous êtes députée de la France Insoumise de la 4e circonscription de Seine-Maritime. Vous incarnez une nouvelle génération politique issue des luttes sociales et écologistes. Vous êtes une ancienne militante syndicale engagée de longue date sur les questions de justice sociale, de climat et de conditions de travail. Gilet jaune, j'ai jamais été syndicaliste, j'ai jamais été syndiquée. Parce que j'ai jamais été dans une structure où... Mais vous étiez genre super, vous nous racontiez ça la dernière fois, je le redis, super engagé, dans les assos, etc. Ouais, depuis la fac, et c'est comme ça que vous êtes rentré à LFI. Ouais. Vous portez à l'Assemblée nationale une parole combative, souvent critiquée à l'égard des politiques libérales. Ouais. Votre engagement vise à défendre les classes populaires et à transformer en profondeur le modèle économique et social français. Ça va ? Ouais, ça va. C'est bon ? Ça va, c'est bon. Je fais des super présentations. J'y ai travaillé toute la journée. Bravo. Entre deux live Whatnot. Non, je rigole. Avant de rentrer dans le débat de ce soir, je voulais faire un point avec vous sur la situation politique en France. Ouais. On a l'impression que ça se calme un peu, ou est-ce que c'est une vérité, c'est une impression ou pas là ? C'est le calme avant la tempête. Ah, carrément. Oui, parce que là, on a reculé pour mieux sauter à la fin du mois de décembre avec ce qui s'appelle, excusez-moi, je vais vulgariser, une loi spéciale. Une loi spéciale, c'est-à-dire permettre de continuer à dépenser l'argent de l'État sans qu'il y ait de nouveau budget, parce que le budget pour cette année n'est toujours pas voté. Donc on s'est donné le temps justement, et j'alerte par exemple tous les gens qui seraient dans des associations, etc., qui entendraient le gouvernement dire on peut pas dépenser ça parce que le budget est bloqué. Non, il y a une loi spéciale qui est justement là pour décaisser les crédits. Mais donc on a le budget à voter, et force est de constater qu'il n'y a pas de majorité pour se voter ce budget, que même les macronistes ne soutiennent même pas le gouvernement. Ils sont pas là pour voter, ou votent des fois contre les propositions du gouvernement. Nous, on est solides sur nos positions. Budget catastrophique socialement. Donc, ça risque d'être assez chaud dans les 2 prochaines semaines. Ok, super. Alors, avant les fêtes, on a eu pas mal... Vous avez manqué, mais on revient. Ça va être tendu. En manif. Alors, avant les fêtes, on a vu pas mal de Français en colère, dont les agriculteurs. Est-ce que vous pensez qu'on peut encore prendre des décisions en France sans que l'Europe ne change tout ? Je pense surtout qu'il va falloir Europe ou pas Europe, prendre les décisions nécessaires pour protéger les Françaises et les Français, les ouvriers de l'industrie qui est en train de boire complètement la tasse, et aussi les agriculteurs. C'est-à-dire que dans notre parti, on prône la désobéissance mesurée, mais quand elle est nécessaire, il faut le faire. Et là, typiquement sur le Mercosur, il est absolument hors de question que cet accord soit passé en force, ratifié, saucissonné par l'Union européenne pour le faire avaler à la France, tout comme sur le marché européen de l'électricité, qui nous fait payer 2 fois plus cher que ce qu'on devrait. On est quand même assez clair, et c'est bien ce qui nous oppose avec M. Macron d'une part, avec M. Glucksmann par exemple d'autre part, c'est que pour nous, il ne s'agit pas de sortir de l'Union européenne, c'est pas la question, il s'agit de renégocier un très grand nombre de choses et de pas laisser notre pays se faire piétiner pour des intérêts qui ne sont pas les nôtres, c'est-à-dire ceux de l'Allemagne dans la guerre commerciale avec les États-Unis. Là, je pense qu'on va en parler beaucoup. Et donc, effectivement, nous, on doit reprendre une partie, en tout cas, de notre souveraineté sur des sujets qui sont absolument majeurs. Sur les agriculteurs, il faut prendre le taureau par les cornes. Elle est pas mal. C'est mignon, ça. Elle est pas mal. Ouais, ça va. Voilà, il a fait la bonne vanne. On peut arrêter maintenant. Avant qu'il dise que je suis sans lui par la racine. Maintenant, tu peux sortir. J'ai un stock, on dirait. C'est la fin. Alors, début janvier 2026, les tensions entre le Venezuela et les United States. Qu'est-ce que c'est que c'est quoi les Venezuela ? Le Venezuela et les États-Unis, tout simplement, ont atteint un point critique le 3 janvier dans une opération militaire de grande ampleur baptisée Absolute Resolve. Les forces américaines ont frappé plusieurs sites militaires autour de Caracas, la capitale vénézuélienne. L'armée américaine a capturé le président Nicolás Maduro et sa femme Cilia Flores pour les transférer vers les États-Unis. Arrivés à New York, Maduro et Flores ont été présentés devant un tribunal fédéral où ils ont plaidé non coupables des accusations de narcoterrorisme, de trafic de drogue et autres chefs d'accusation. Cet acte militaire américain, sans mandat du Conseil de sécurité de l'ONU, a suscité de nombreuses critiques internationales et des inquiétudes sur une violence du droit international et une possible ingérence étrangère. Alors ce soir, on se pose la question, est-ce que pour vous, Donald Trump est dangereux ? Est-ce que... C'est clair ? Moi, je le trouve pas dangereux. Allez, salut. Bonne journée, bonne
soirée. La capture de Nicolas Maduro par les forces américaines vous inquiète-t-elle plus pour la stabilité mondiale, Alma Dufour, ou pour l'avenir des relations internationales? Les deux, mon capitaine. Non, mais très très honnêtement, ce qui vient de se passer est excessivement inquiétant. Et si j'ai aussi accepté cette émission, c'est justement pour pouvoir parler à l'audience dont vous parlez de ce qui est vraiment en train de se passer. On est aujourd'hui face à la première ou la deuxième puissance mondiale, quel que soit dans l'ordre qu'on veut classer la Chine et les États-Unis. En tout cas, bon, les États-Unis, avec son président Donald Trump, qui bafoue effectivement le droit international, mais à plat de couture. Il l'avait déjà fait pour Gaza, pour la question de la Palestine, mais il le fait là avec le Venezuela. Il kidnappe un chef d'État. Il vient de voler au Venezuela 3 milliards de pétrole là aujourd'hui. Donc tous ceux qui disent que c'est pour la démocratie vénézuélienne, que c'est une histoire de narcotrafic aussi, alors que le Venezuela produit 1% de la cocaïne mondiale, enfin c'est faux. La réalité, c'est qu'aujourd'hui on est face à un président dont l'économie du pays est en train en fait de subir des très grandes difficultés dans une compétition très violente avec la Chine, et qui est prêt à tout pour sauver le modèle américain. Et d'ailleurs, il a été très clair. En 2023, il avait dit qu'il envahirait le Venezuela pour lui piquer son pétrole. Il l'avait dit texto. Donc ce que je vous dis, je l'invente pas. Il l'a dit lui-même. Il y a des extraits qui circulent sur les réseaux, vous pourrez vérifier. Et maintenant, il parle du Groenland, il parle du Mexique, il parle de la Colombie. Il vient de capturer un navire russe dans les eaux islandaises. Donc là aussi, en termes d'escalade mondiale, on est vraiment... On n'est pas à l'abri de répercussions assez fortes. La Chine se fait, entre guillemets, voler son deal de pétrole avec le Venezuela sous son nez, parce que le jour même où Maduro a été kidnappé, il y avait un deal qui était en train d'être signé, et c'est bien pour ça qu'il a été kidnappé. Donc, en fait, ça craint. Voilà, je vais le dire très clairement. Vous pensez qu'il a organisé ça pour éviter une signature entre la Chine et le Venezuela? Est-ce que je le pense, oui. Et non pas alors il y a on entend beaucoup dans les médias dire que Nicolas Maduro est un dictateur. Est-ce que pour vous, Nicolas Maduro est un dictateur ou pas? Écoutez, pour moi en tout cas, qu'il a eu une dérive en 2024 lors des dernières élections, clairement, on va dire autoritaire. Il a volé l'élection. Après, le Venezuela, c'est quand même quelque chose de très particulier. Il faut comprendre aussi. Moi, je viens d'Argentine, même si ça m'autorise pas à parler du Venezuela, mais il faut comprendre aussi ce que c'est l'Amérique latine et comment les États-Unis se sont ingérés dans la politique, dans les politiques nationales d'Amérique latine pendant plus de 60 ans. Nous, par exemple, en Argentine, on a vécu un coup d'État argentin par des militaires, mais qui était lourdement soutenu par les États-Unis. Il y a eu plus de 30 000 morts, des gens qui ont été balancés dans l'océan, des enfants qui ont été kidnappés, qu'on n'a toujours pas retrouvés aujourd'hui. Voilà, il faut comprendre aussi de quoi on parle. Le Venezuela, c'est une société extrêmement fracturée, où il y a quand même un fort soutien au chavisme, en fait, et donc à Maduro, qui est l'héritier d'Hugo Chavez, mais aussi, évidemment, une opposition plus aisée, qui demande plus de liberté, etc. Mais il y a aussi une opposition qui a essayé d'organiser des coups d'État. Donc, en fait, il faut aussi comprendre que c'est pas si simple. Mais quoi qu'il en soit, la question n'est pas vraiment celle-là. La question, c'est que si on devait envahir tous les pays où il y a des dictateurs, on envahirait l'Arabie Saoudite. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Vous voyez très bien qu'en fait, derrière cette question démocratique, comme pour la guerre en Irak, se cache en fait la question de la prédation des ressources, comme pour la guerre en Irak. Je rappelle que la guerre en Irak, elle a fait 1 million de morts. Mais donc, ce qu'on n'arrive pas de recommencer les mêmes erreurs. Par rapport à LFI, c'est que, est-ce que pour vous, LFI, est-ce que Nicolas Maduro est un dictateur? Vous le reconnaissez comme un dictateur ou pas? Non, mais par contre qu'il soit un président autocratique, oui, qu'il ait une dérive autocratique, oui, qu'il y ait une transition qui doive s'opérer au Venezuela, oui, mais en tout cas c'est certainement pas aux États-Unis de kidnapper un président et sa femme. Sa femme, elle a été battue, d'ailleurs vous avez vu les images, elle est apparue devant le tribunal, elle avait des bleus jusque-là, et clairement, encore une fois, les Venezuela, c'est la première réserve pétrolière mondiale. Ce qui se passe n'a absolument rien à voir avec les Vénézuéliens, et Monsieur Trump n'a aucun intérêt pour la population vénézuélienne puisqu'il leur vole directement leur pétrole. C'est ça qui est en train de se passer. Et jusqu'en 1976, le pétrole du Venezuela était administré directement par des multinationales américaines. Et ces multinationales, elles volaient quasiment la moitié de la richesse du pays. Elles s'accaparaient pour elles la moitié de la richesse du pays. Donc c'est ça l'histoire du Venezuela avec les États-Unis. Donc il faut vraiment voir au-delà. Et c'est pour ça que j'alerte en fait, parce que encore une fois, on peut continuer à discuter de Monsieur Maduro, mais la question, elle n'est pas là. C'est qu'il vient de dire qu'il allait envahir le Groenland. Le Groenland, ça appartient au Danemark, jusqu'à preuve du contraire. Donc un État européen. Il parle du Mexique, où il y a une présidente élue démocratiquement. Il parle de la Colombie. Enfin bref, vous voyez bien que là, la menace, elle s'étend. Et il a même menacé l'Union européenne. Pas d'invasion militaire, mais d'ingérence claire. Il a dit qu'il allait reprendre, qu'il fallait aider
c'est en langage plus châtié, l'Union européenne a corrigé sa trajectoire. C'est dans un document stratégique du Pentagone. Donc en fait, oui, aujourd'hui, Donald Trump est une menace mondiale, y compris pour l'Union européenne. Alors restez avec nous sur Sud Radio, on revient tout de suite pour entendre la réponse de notre influenceur de politique de droite, Lucas Fourcade, qui va répondre aux propos d'Alma Dufour, députée LFI de Seine-Maritime. Et c'est sur Sud Radio, à tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Magali Berda, Sud Radio. On vit pas dans la même France. Magali Berda sur Sud Radio, il est 20h32, nous sommes en direct pour une émission très spéciale sur Donald Trump. Est-ce que Donald Trump vous fait peur? Est-ce que Donald Trump est dangereux? Est-ce que Donald Trump prend les choses en main? Est-ce que Donald Trump va sauver le monde? Est-ce que Donald Trump va le jeter dans la lune? J'en sais rien, on peut dire ça. Ce soir, accélérer la Troisième Guerre mondiale. Alors, on peut éviter la guerre, Donald, s'il te plaît. Il vient d'envahir un pays, puis de kidnapper un bateau russe. Je pense qu'il faut vraiment se poser des questions les prochains jours. Ça va J'étais pas au courant pour le bateau russe, j'ai pas eu l'info. Voilà. Ah, c'était là, il y a 2 heures que l'info est sortie. Waouh. Alors, ce soir, on reçoit Alma Dufour, députée LFI de Seine-Maritime, en face de Lucas Fourcade, qui est influenceur politique de droite. Juste avant cette pause, donc Alma Dufour, au nom du LFI, vous nous dites que Nicolas Maduro n'est pas un dictateur et que Donald Trump a envahi bombardé le Venezuela et kidnappé le président. Oui, pardon, pas envahi. Enlever le président du Venezuela pour empêcher un contrat entre la Chine et le Venezuela. C'est une question de stratégie et non pas une question de sauver les Vénézuéliens. C'est votre position. Qu'est-ce que tu en penses, Lucas Fourcade? Alors, moi je le dis clairement, cet homme est un dictateur. Voilà, on l'a vu, il a volé une élection présidentielle en 2024. Voilà, dès l'instant où on vole une élection présidentielle et qu'on fait taire son peuple, on est un dictateur. Voilà, point. Aujourd'hui, ce que Donald Trump a fait, c'est qu'il a été arrêté, un dictateur. Voilà, il l'a mis en prison et je trouve ça très bien. Waouh. Voilà. Et qu'est-ce que vous faites du Groenland du coup? Alors le Groenland, pour le moment, il n'y a rien d'acté. Est-ce qu'on peut prendre le pari dans 2 semaines? Qu'est-ce que vous direz quand ça va être fait? Écoutez, on s'en reparle dans 2 semaines et vous verrez que tout ça est une... Non, mais il a été très très clair. C'est-à-dire que et qu'est-ce que vous pensez de l'Irak? Est-ce que vous pensez Saddam Hussein était un dictateur aussi? Est-ce que vous pouvez, parce que ça c'est exactement le même scénario, est-ce que vous pouvez regarder aujourd'hui les gens dans les yeux et dire que l'invasion américaine en Irak était une bonne chose? Alors, je suis d'accord avec vous sur ce sujet. L'invasion américaine en Irak n'était pas une bonne chose. Oui, mais pourtant c'est un dictateur. Et il y a pourtant eu 1 million de morts. C'est là ça la question. Les choses sont beaucoup plus compliquées que juste cette question-là. Et si les États-Unis étaient un bon gendarme du monde, ça se saurait. Encore une fois, les États-Unis, quand vous demandez à la population mondiale dans différents pays quel est le pays qui leur fait le plus peur, c'est les États-Unis. Mais... Et je vous le dis, en Argentine, on les aime pas beaucoup pour les raisons que je vous ai expliquées. Au Chili non plus d'ailleurs, où ils ont aidé à tuer un président socialiste, le premier élu démocratiquement. Je veux dire, ça, c'est l'histoire des États-Unis. C'est difficile à entendre pour des gens. On a grandi avec le rêve américain, tous et toutes. On regarde des séries américaines, tous et toutes. Moi, j'ai Netflix, il n'y a pas de problème. Donc en fait, c'est très cette image-là, comparée au soft power américain et au fait qu'on a tous des stars américaines qu'on adore, etc., est difficile à entendre. Elle est difficile à entendre pour des Occidentaux. Néanmoins, c'est la vérité. Les États-Unis ont construit un ordre géopolitique et international pour leurs intérêts avant tout. Il ne faut jamais l'oublier. Cherchez le pétrole, vous trouvez les guerres. Et c'est ça et le fait que Trump soit à la tête de ce pays dans un moment où il a une économie qui vacille, l'économie américaine vacille. C'est bien pour ça qu'il fait tout ça. Et la Chine ne va pas lui faire de cadeaux. Et une question, elle m'a du fond. En fait, ce que je veux dire, c'est que Trump en fait révèle au grand jour, avec toute sa folie aussi, le vrai visage de la géopolitique américaine depuis 70 ans. Et en fait, maintenant, on se rend compte, parce qu'il va beaucoup plus loin, il fait plus semblant, en fait. Avant, les États-Unis soutenaient des coups d'État, mais ils les avaient pas directement eux-mêmes avec leurs bottes. Là, ils s'embarrassent plus et s'ils faisaient ça, par exemple, des apparences. On va dire, ils vont directement, et c'est ça qui choque les gens. S'ils faisaient ça, par exemple, à Poutine, est-ce que vous trouveriez ça bien ou pas? Et c'est une très bonne question. En fait,
s'ils faisaient ça à Poutine, moi je suis pour que le régime de Poutine tombe, tout comme je suis pour que le régime des mollahs iraniens tombe. Je suis pour qu'il tombe des mains de la population iranienne. Parce que, comme on l'a dit et comme on l'a vu avec l'Irak, une invasion militaire étrangère qui crée énormément de dégâts collatéraux, qui vient aussi pour piller des ressources, ne crée jamais sur le long terme du bon. C'est pas comme ça qu'on apporte la démocratie, malheureusement, c'est vraiment les faits nous l'ont appris. Après, on peut refaire 100 fois la même erreur et ça coûtera la vie à combien de millions de personnes. Mais quand vous voyez le peuple vénézuélien dans la rue être heureux aujourd'hui et se réjouir de cette capture, est-ce que vous vous dites pas qu'effectivement il y a un problème dans le pays? Mais alors bien sûr qu'il y a un problème dans le pays, mais il y a un problème dans plein de pays. Mais attendez, parce qu'il y a plein de vidéos qui ont été, c'est des fake vidéos. Il y a aussi une vidéo qui a été générée par l'intelligence artificielle d'Elon Musk. C'est une vidéo sur combien de vidéos? Il y a beaucoup de manifestations pro-Maduro, ou en tout cas contre son kidnapping. C'est-à-dire qu'il y a même des opposants à Maduro en interne qui ont dit, avec beaucoup de sagesse, je hais Maduro, mais en fait, ce n'est certainement pas en le faisant kidnapper par les États-Unis que ça va régler nos problèmes démocratiques au Venezuela. Pour finir sur Poutine, si ça se passait, on peut aussi se diriger vers une guerre d'ampleur mondiale. Mais alors, on parle d'un pays qui a quand même la Russie plus de 2000 têtes nucléaires. Enfin, vous voyez ce que on est en train de jouer avec des concepts qui nous mettent tous en danger. Est-ce que vous vous rebelleriez autant sur Poutine? Est-ce que s'il le faisait à Poutine, est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Oui, je vois ce que vous voulez dire, mais vous, quel est votre avis? Parce que c'est des questions morales tellement immenses. Poutine a fait énormément de mal en Ukraine. Poutine a servi aussi sa propre population, parce que si vous êtes contre en Russie la guerre en Ukraine, vous allez en prison. Si vous refusez la conscription militaire qui est imposée aux Russes, il y a eu plus de 100 000 morts sur le front ukrainien côté russe. Donc en fait, il y a eu aussi énormément de morts. Vous allez en tôle. Donc ça, nous, on a accueilli par exemple des opposants de gauche à Poutine. La France Insoumise les a accueillis, les a fait exfiltrer grâce au Quai d'Orsay. C'est une des seules fois où on a collaboré ensemble de façon très active et on a aidé à les cacher. Voilà, pour être tout à fait clair. Donc on est tout à fait contre ce régime, mais là, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je pense que c'est de la politique fiction. Enfin, je pense que la Russie a la dissuasion nucléaire, la Chine aussi, les États-Unis aussi, la France aussi, même si bon, par rapport à eux, on a que 300 têtes nucléaires. Mais on ne peut pas souhaiter un conflit direct entre des puissances nucléaires. Je veux dire, en fait, ça s'appelle la guerre nucléaire. Et c'est quel que soit ce qu'on pense moralement des régimes. Vous imaginez pas le monde dans lequel on bascule si on dit il a qu'à aller capturer. Enfin, il faut absolument que le régime russe tombe d'une révolution en Russie, en fait. Sinon, là, vous parlez d'échanger des tirs de missiles nucléaires à travers le monde, et c'est qui au milieu? C'est nous aussi. Mathias. Ouais, sur le live Instagram, il y a une personne qui dit: qu'est-ce qui vous dérange le plus, le kidnapping ou le fait que ce soit Trump? Et moi, ce qui me dérange le plus, c'est que c'est pas un kidnapping, encore une fois, c'est le vol de ressources naturelles essentielles qui appartiennent à un pays souverain. Il le fera au Groenland, il le fera ailleurs. Je sais pas si... Imaginez... Enfin, nous en France, on n'a pas grand-chose à... Voilà, mais l'Ukraine, voilà, je vais prendre un exemple très concret. On n'a rien en France. On n'a pas beaucoup de ressources naturelles. Le fromage et le vin. Imaginez, il vient et il prend tout le fromage. Une petite truffe. Au nom de la démocratie. Non, pardon, c'est vraiment pas drôle en plus, mais bon, j'essaie d'alléger un peu le débat. Un petit peu d'humour. Mais l'Ukraine, c'est exactement un très bon exemple. En fait, en Ukraine, et la Russie et les États-Unis sont en train de dépecer le pays. La Russie, évidemment, ils vont essayer de se garder la Crimée, le Donbass, on a compris. Mais les États-Unis, il ne faut pas croire que c'est des gentils dans l'affaire. Ils ont prêté énormément en matériel militaire. C'est des prêts, c'est pas des dons. Contrairement au soutien, par exemple, inconditionnel à Israël, où c'est des dons. Là, c'est des prêts. Ils ne vont pas réussir à rembourser les dizaines de milliards de prêts militaires qu'on leur a fait. Et sur quoi sont gagés ces prêts? Sur les ressources, sur les mines. L'Ukraine, c'est un des pays les plus riches du monde en ressources. Et c'est ça qui est en train de se passer. Donc c'est ça qui me dérange. Ce qui me dérange, c'est qu'on a un pays aujourd'hui qui rétablit la loi du plus fort. Et ce qui se passe pour le Venezuela, ça va suivre pour d'autres. Mais si on est tous à l'aise avec le fait que la première réserve pétrolière mondiale soit captée par la force, par les États-Unis, pour nous être vendue 5 fois plus cher que le prix de marché, allez-y, c'est ce qu'ils ont fait avec le gaz. Je veux dire, le gaz ukrainien... le gaz américain, le gaz de schiste américain, depuis le début de la guerre en Ukraine, les États-Unis nous en vendent énormément, ils le vendent 4 fois plus cher que ce qu'ils vendent à leur marché interne. Et ils ont fait signer à l'Europe un accord de libre-échange où on est censé en acheter 2 fois plus. En fait, c'est l'Union européenne qui économiquement paye le prix de ces guerres. Parce qu'une fois qu'ils auront toutes les ressources, ils vont nous les vendre vraiment au prix qu'ils veulent. Il n'y a plus de marché. Qu'est-ce que pour tu des penses libéraux, de ça, c'est un peu particulier. Lucas? Moi, je pense que pour le moment, il faut attendre. Voilà. Les filles, on connaît un petit peu, dès l'instant où il y a
quelque chose qui se passe autour, ça fabule et ça. Moi, je vous dis ce que dit Trump. Après, moi, vous êtes sans doute plus fan de lui que moi, mais moi, je regarde ses interviews. J'ai lu l'article qui parle du Groenland. Ah, c'est pas un article, il y a une carte carrément. Moi, j'ai lu un article qui parle du Groenland et en fait, Trump a pas dit qu'il allait envahir le Groenland ou qu'il allait. Rien de tout ça. Et qu'est-ce que vous pensez de l'Ukraine alors ? De BlackRock, de tout ce qu'ils font en Ukraine aujourd'hui ? Alors, vous trouvez ça juste qu'ils leur volent leurs ressources au prix d'une victoire militaire qui n'en est même pas une, puisqu'en fait, dès que Trump est arrivé, il a dit bon, ok, ciao les gars, on va s'arrêter là. Maintenant, où on signe ? Parce que c'est ça qui s'est passé. Alors, sur l'Ukraine, je suis encore une fois d'accord avec vous. Hein. Voilà. C'est bien, c'est presque LFI, non, mais c'est vrai que voilà. Après, attention. Hein, j'aime beaucoup la politique de Donald Trump. J'aime beaucoup Donald Trump. Je trouve que c'est quelqu'un qui a fait des choses que certains n'ont pas pu faire. Par exemple, sur les otages israéliens. Aujourd'hui, si les otages ont été rendus à leur famille, c'est grâce à Donald Trump. Voilà. Pendant 2 ans. Tous les politiques ont rien foutu sur le sujet. C'est-à-dire que pendant 2 ans, on a eu des otages qui ont été dans des caves, etc. Machin. Vous savez combien de fois Netanyahou a refusé l'accord de libération des otages ? Au moins 4 ou 5 fois, je crois. C'est un journal israélien qui le dit, donc c'est pas du tout ce qui s'est passé, monsieur. C'est juste que oui, il a réussi à dealer avec Netanyahou, mais c'est pas qu'il a dealé avec le Hamas. Le Hamas était déjà prêt à libérer les otages depuis au moins 1 an. Donc ça n'a rien à voir. Et par contre, le génocide continue. Mais bon, ouais, on peut parler de Gaza si vous voulez. Non, on va pas. Alors non, on va pas rentrer sur le sujet de Gaza parce que je pense que notamment au Somaliland. Je pense que sur le sujet de Gaza, on sera vraiment pas d'accord. Non, ouais, je pense. Voilà. Hein. On va éviter de se mettre en colère ce soir. Hein. Non, mais il y a pas de souci. Moi, je vous le dis. Non, mais voilà. Moi, c'est bien, tant mieux pour vous. Hein. Oui. D'ailleurs, est-ce que vous êtes fan de Jean-Marie Le Pen ou pas ? Est-ce que je suis fan de Jean-Marie Le Pen ? Comme votre papa ? Alors non, je suis pas fan de Jean-Marie Le Pen. Qu'est-ce qu'il lui trouvait, votre papa, Jean-Marie Le Pen, du coup ? Mon papa trouvait que c'était un homme qui était visionnaire. Ah ouais, voilà. Visionnaire sur visionnaire, la Shoah, par exemple ? Alors, peut-être pas sur la Shoah, mais visionnaire sur l'immigration, par exemple, vous voyez. Ah ouais. Voilà, un sujet que je reviens beaucoup dans mes vidéos sur les réseaux. Si vous laissez les États-Unis foutre la merde absolument partout dans le monde, il y aura plus d'immigration, hein, ça je vous le dis. Hein. Je suis pas sûr. Regardez Gaza, si c'est pas des morts, c'est des déplacés. C'est exactement un sujet d'immigration. Là, c'est pareil. On revient encore sur le génocide à Gaza. Enfin, sur le fameux. Oui, je suis là pour ça aussi. Pour moi, ce n'est pas un génocide, c'est simplement une réponse à une attaque terroriste. Mm-hmm. Voilà. Alors, on reste sur Sud Radio, on revient juste après cette petite pause et on repart sur Donald Trump. Voilà, à tout de suite. On est au Groenland. Du coup, on a investi le Groenland dans les studios de Sud Radio. À tout de suite sur Sud Radio. Paul Watson. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Magali Berda, Sud Radio. On vit pas dans la même France. Magali Berda sur Sud Radio, il est 20h46, on vit pas dans la même France, un sujet ce soir qui fait débat. Donald Trump, vous fait-il peur ? Donald Trump, c'est un sujet. Alors, on reçoit pour débattre de cela Alma Dufour, députée LFI de Seine-Maritime, et Lucas Fourcade, qui est influenceur politique de droite. Est-ce que pour toi, Lucas, Donald Trump est le garant de la paix dans le monde ? Parce qu'on parle beaucoup de prix Nobel de la paix sur a demandé à la FIFA de le créer pour qu'il se le voit. Justement, j'allais revenir sur le prix Nobel de la paix. J'ai été un des premiers à le réclamer pour Donald Trump. Voilà, sur les réseaux sociaux. Et d'ailleurs, on peut retrouver, je pense, la vidéo qui a fait, je crois, 7 millions de vues à peu près. Et cette vidéo, je crois que sur les 7000 commentaires, il y en a plus de 5000 qui sont pour qu'on donne le prix Nobel de la paix à Donald Trump. Vous avez 5000 personnes en France qui sont pour, c'est bien, bravo. 5000 sur une vidéo de 7 millions, c'est 5000 commentaires. C'est voilà. pas beaucoup, monsieur. C'est un vrai taux d'engagement. Oui, vous êtes vraiment, c'est beau la vie des influenceurs. Non mais excusez-moi, monsieur, depuis qu'il est président, il a bombardé 7 pays, c'est ça le prix Nobel de la paix ? Non mais vous vous rendez compte quand même que vous nous forcez de vivre dans une réalité mais qui est complètement matrixée, c'est-à-dire que vous l'aimiez ou pas son bilan, etc. Vous êtes obligé d'aller jusqu'à insulter l'idée même de prix Nobel de la paix en disant que cette personne
pourrait incarner une vision de la paix alors qu'il a bombardé 7 pays, qu'il utilise la force de façon autoritaire, qu'il menace absolument tout le monde. C'est ça que j'arrive pas à comprendre. Jusqu'où vous êtes capable d'aller? Vous êtes censé être un patriote. Oui, bien sûr, je suis un patriote. Vous avez vu comment il parlait de notre président, par exemple? J'aime pas, mais Emmanuel Macron, personne va pouvoir imaginer une seule seconde que j'ai des accointances avec Emmanuel Macron. Alors, est-ce que vous trouvez exactement dans la même pensée. Est-ce que vous trouvez ça normal, la façon dont il singe le président de la France en public depuis au moins 3 ans, 4 ans? Il s'était aussi moqué de Brigitte Macron, etc. Enfin, ça, par exemple, vous trouvez ça normal? Vous avez l'impression que la France est respectée? Alors, sur Brigitte Macron, non, voilà, mais sur Emmanuel Macron aujourd'hui, en fait, Emmanuel Macron aujourd'hui, c'est un peu le clown du monde. C'est-à-dire qu'il est vu. Mais c'est bien. Mais Emmanuel Macron est vu comme ça aujourd'hui. C'est-à-dire que sur les réseaux sociaux aujourd'hui, moi je vous parle en connaissance de cause, sur les réseaux sociaux. Moi je passe ma journée sur les réseaux à décortiquer un peu. Faites attention, des fois ça déforme un peu les prises. Faut lire aussi des fois. Mais aujourd'hui, les Français voient Emmanuel Macron comme un singe. Voilà. C'est-à-dire que c'est un petit peu le pantin de l'Europe. Voilà. C'est-à-dire que on va aller faire le Mercosur, ok, on va y aller devant les agriculteurs, non, surtout non, mais pas. Que les Français détestent Emmanuel Macron, je vous l'enlève pas, je suis d'accord avec vous, mais là, encore une fois, je vais appliquer exactement le même raisonnement à la France que celui que j'ai essayé d'appliquer aux autres pays. Il y a une question qui s'appelle la démocratie, qui s'appelle, ça nous regarde nous, en fait, qui on a mis bon gré mal gré à la tête de notre État. Vraiment, encore une fois, je suis vraiment la dernière à saluer le bilan d'Emmanuel Macron. Il a envoyé notre pays dans le mur. Je le pense. Bien sûr. Mais pour moi, ça ne me donne absolument pas l'autorisation à un président dont le bilan économique est quand même assez catastrophique. Je rappelle que les États-Unis sont en train, pour la première fois de leur histoire, de se rapprocher de la récession, parce qu'on pourrait aussi parler de ce qui se passe aux États-Unis. Pour les Américains eux-mêmes, c'est pas facile du tout de devoir supporter ce type. Le prix du jus d'orange en Floride, je sais plus, il a augmenté de je sais pas, 100%, 200%. Il a mis des droits de douane sur tout, même sur ce qu'on produisait pas aux États-Unis, genre les mangues. Enfin, le mec est fou, pardon, mais vraiment. Donc, est-ce que ça lui donne l'autorisation de s'ingérer dans notre vie politique? Parce que c'est ça qui est marqué dans le papier du Pentagone, et c'est exactement là où je veux en venir. Si vous êtes patriote, vous devez refuser les ingérences. Les ingérences, qu'elles soient américaines, russes, chinoises, ce que vous voulez. C'est marqué dans un document de la défense américaine qu'il va falloir s'occuper des affaires internes européennes. Vous faites référence à l'ingérence politique sur Marine Le Pen, peut-être ? Non, par rapport aux juges qui voulaient condamner. Non, je fais référence à un papier tout à fait officiel qui est sorti où il y a marqué l'Union européenne est en train de dévier de sa trajectoire, le grand remplacement, patati patata, ils ne vont pas bien, une décadence civilisationnelle, enfin vraiment un discours d'extrême droite très, très appuyé. Nous devons aider l'Union européenne à se réformer. Quand les États-Unis proposent ce genre d'aide, il faut y lire exactement une menace en fait. Mais est-ce que vous pensez pas, Alma Dufour, que l'Europe va mal ? Est-ce que pour vous, dire que la France ou l'Europe a besoin d'aide aujourd'hui, c'est forcément négatif? Alors, encore une fois, quand les États-Unis vous proposent de l'aide, ça veut dire qu'ils viennent vous piller. C'est ce que je vous expliquais sur l'Ukraine. Mais ça, c'est ce que vous pensez? Non, c'est ce qu'ils sont exactement en train de faire en Ukraine. Et je vais vous donner des chiffres très concrets. Depuis qu'Emmanuel Macron est au pouvoir, il a bien servi les intérêts américains, puisqu'il y a... Mais je crois que la moitié des entreprises françaises ont été rachetées par des entreprises américaines. L'affaire Alstom, qui a beaucoup fait parler, c'est une affaire où, en gros, des Américains ont racheté Alstom, qui était un bijou stratégique qu'on a dû racheter. Ça nous a coûté plusieurs dizaines de milliards d'euros. Une dizaine de milliards d'euros. Si, les États-Unis avaient lancé une enquête contre Alstom, avait commencé comme ils le font contre toutes les entreprises françaises et autres, c'est-à-dire pour protéger leurs intérêts. C'est un peu compliqué là peut-être pour ce soir, mais en tout cas, il y a eu une attaque américaine concertée sur Alstom pour empêcher des affaires d'Alstom à l'étranger, puisque les États-Unis s'arrogent le droit de faire respecter ce qu'ils décident, eux, par le monde entier. Par exemple, le BNP s'était pris une amende, mais record, parce qu'elle échangeait avec le Soudan, alors qu'il y avait des entreprises américaines qui échangeaient aussi avec le Soudan, qui est sous embargo, mais ça posait pas de problème. Ce que j'essaie de vous expliquer, c'est que les États-Unis, ce sont des prédateurs, des rapaces. Je vous explique ce qu'ils ont fait avec le gaz. En fait, on va payer, nous, sur notre pouvoir d'achat, l'addition des guerres qu'ils sont en train de faire. Et si vous le voyez pas, je vois pas comment aujourd'hui, et ça m'étonne pas en même temps. En fait, les patriotes, vous êtes des patriotes en carton. Vous devriez nous protéger et défendre un non-alignement au niveau français, mais aussi au niveau européen, parce qu'aujourd'hui, on est encore sur ce bateau qui n'est pas dans des conflits directs comme la Russie, la Chine, les États-Unis. Et vous leur mangez dans la main aux Américains. Je trouve ça fou. Vous demandez à n'importe quel ouvrier
dans l'industrie stratégique, etc., il vous dira ce qu'il pense des États-Unis et comment ce sont des prédateurs, tout autant que les Chinois, tout autant que l'industrie chinoise. Je sais pas quoi vous dire de plus. C'est quel patriotisme ça? Moi je suis petite. Alors, Voilà. pour en revenir juste, moi j'ai une question parce qu'on arrive bientôt à la fin de l'émission, c'est passé extrêmement vite là ce soir. Désolée, pour en mais- revenir au Venezuela, quand vous dites que les images du peuple vénézuélien sont des fausses images. Il y en a eu des fausses, oui, beaucoup. Sur les premiers jours, il y a eu une fausse vidéo, notamment générée par l'IA d'Elon Musk, ou des vidéos qui dataient de quelques années passées. Donc des vraies vidéos de manifestation, mais qui n'étaient pas dans le contexte, en fait. Donc pour vous, le peuple vénézuélien ne souffre pas? Pour moi, le peuple vénézuélien souffre de pauvreté comme beaucoup de peuples. Le peuple bangladais aussi, par exemple. Non, mais Enfin, je veux dire, on le peut peuple parler. vénézuélien souffrait surtout Mais par de la contre, dictature et de le leur peuple président. vénézuélien est extrêmement divisé. Ça, je vous l'accorde. Et oui, il y a un vrai problème de solution et de sortir en avant pour le peuple vénézuélien C'est dans fou son quand même ensemble. de pas avoir Il en y a un face, bloc chaviste qui est extrêmement fort, il y a un bloc anti-chaviste qui est extrêmement fort, et il y a une société qui est extrêmement fracturée. Et donc, oui, le peuple souffre. Je pense que c'est une évidence. Mais je pense encore une fois que depuis le kidnapping de Maduro et le vol de 3 milliards de dollars de pétrole le lendemain, alors on va voir ce qu'il va faire demain et après-demain, quand ils leur auront enlevé tout le pétrole, je ne pense pas qu'ils seront dans une meilleure forme économique. Et question, pardon, qui Mais n'a démocratique. rien à voir avec le sujet du Venezuela, mais c'est pour juste faire un parallèle. Pour vous, est-ce que le peuple gazaoui souffre du Hamas? Ah waouh. Qu'est-ce qui reste du peuple gazaoui? Non, c'est pas ma question. Bah non, mais qu'est-ce que Ma je question, vous dis c'est est-ce que pour vous, le peuple gazaoui souffre du Hamas? Je répondrai pas à cette question parce que c'est tellement grossier. Enfin, je veux dire, qui est en train de les tuer par mais centaines de milliers? Bon, bah c'est Israël, voilà. Non, mais je m'arrête là. Là, j'ai rien à dire. Je vais pas rentrer dans cette rhétorique. Est-ce que le Hamas est un mouvement islamiste? Oui. Est-ce que ils font du bien au peuple gazaoui? De toute manière, c'est plus eux qui gèrent. Là, aujourd'hui, c'est Israël qui les empêche de manger. Donc moi, je réponds plus à cette question tant que le génocide. Ils ont des contrats Non, mais avec le tant que Hamas. le Pardon. Monsieur, ça c'est de la diffamation. Quel contrat vous parlez, monsieur? Je parle de Rima Hassan et de ses Mais quel contrat, virées. C'est viré où ça avec le Hamas? C'est viré avec le Hamas? Non, je parle de ces virées en bateau, vous savez. Oui, moi aussi j'étais en fleu. J'ai été. J'ai risqué ma vie sur ce bateau, monsieur. On m'a pointé avec une Kalachnikov, donc je vous permets pas de parler de mon expérience comme ça. J'ai fait quelques vidéos sur vous aussi. Ouais, bah écoutez, je vois ça. Bon, maintenant on va s'arrêter là parce que moi je peux plus répondre à ces questions-là. Alors. Donc je profite de votre antenne pour dire qu'il y a environ 600 000 morts à Gaza, que le blocus a repris, que le génocide a repris, qu'il n'y a pas un médicament ni de la nourriture qui rentre, que les ONG ne peuvent plus agir. Voilà. Donc. Alors, on passe aux questions Flash and Cash tout de suite sur Sud Radio. Désolé. Les questions flash et cash. Réponse. Alors, la question Flash and Cash, c'est rapide, efficace et court, ok? On n'a pas beaucoup de temps en plus. Alma Dufour, fin du squat en Italie. Giorgia Meloni fait adopter une loi prévoyant l'expulsion immédiate des squatteurs et des peines de prison ferme. Bonne ou mauvaise idée selon vous? Mauvaise idée. Lucas Fourcade, en France, le système d'aide sociale protège-t-il réellement les plus vulnérables ou entretient-il une dépendance qui décourage le travail et l'effort? La deuxième. Ok. C'est bon. Alma Dufour, aujourd'hui avaient lieu les obsèques de Brigitte Bardot. Doit-on continuer à célébrer Brigitte Bardot pour son combat animalier, malgré des prises de position jugées racistes par la justice? Non. Lucas Fourcade, en France, l'immigration est-elle aujourd'hui une richesse que le pays sait intégrer ou un phénomène que l'État ne maîtrise plus? Ah non, c'est un phénomène que l'État ne maîtrise plus du tout. La France est un hold-de-gare aujourd'hui. Hein. Et Alma Dufour, le dérèglement climatique et des épisodes de neige de plus en plus imprévisibles à Paris. D'ailleurs, il paraît qu'il y a une tempête demain, faites attention à vous. La France paie-t-elle aujourd'hui des décennies de sous-investissement et Non, c'est trop compliqué pour moi les mots, les gars. Okay. D'impréparation de ces infrastructures. Oui, totalement, et c'est pas fini. Ben, merci à vous. Alors c'était très mouvementé ce soir, mais bon voilà, c'était les réponses à la question d'Alma Dufour. Merci beaucoup pour votre présence. Merci Lucas Fourcade. Vous n'étiez pas du tout d'accord. Ce soir, nous n'étions pas du tout dans la même France, mais c'est un peu le principe de l'émission. On se retrouve demain à 20h sur Sud Radio et tout de suite vous retrouverez les clés d'une vie avec Jacques Pessis et son invité, l'un des patrons du Gorati, Sébastien Liébus. Gorafi. Ouais, Gorafi, merci. Je suis perturbée cette là. émission-là. Allez, à demain sur Sud Radio. Magali Berda, Sud Radio, 20h, 21h.